Donc, aujourd'hui, on va commencer, effectivement par un sujet, lié à la culture du risque et puis, comme on aime le faire, habituellement, en fait, on aime ouvrir le forum, en donnant la parole à nos différents partenaires, alors que sont les agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne et également les régions, Centre-Val de Loire, et Nouvelle-Aquitaine. Alors, madame, Rivet, la vice-présidente de région, Centre-Val de Loire, avait prévu de nous faire une petite vidéo avec son smartphone, pour nous souhaiter la bonne ouverture de ce forum. Donc malheureusement, c'est resté coincé dans les tuyaux, numériques. Alors, peut-être que je vous la ressortirai, au fur et à mesure de la semaine si j'arrive à la récupérer. Et on a la chance, d'accueillir, madame Reine-Marie Vazac, qui est, vice-présidente à la région, Nouvelle-Aquitaine et qui a l'immense qualité, en plus d'être notre élue régionale, locale, cette double casquette. Donc Reine-Marie, si tu veux, tu peux peut-être allumer ton micro et puis, nous faire un petit coucou. Oui, bonjour à tous. Eh ben, voilà, j'ai Oh. essayé moi aussi de faire intervenir mon collègue Henri Sabaro, qui est en charge des politiques de l'eau, mais il préfère être en présentiel. Toutes ces techniques nouvelles, il est un peu réfractaire, donc voilà, c'était compliqué aussi pour lui de faire une vidéo. Donc il m'a demandé de le représenter, le président Alain Rousset. Alors, ce que je fais les autres années, hein, puisqu'effectivement, je ne suis pas très loin de là-dessus, mais confinée comme vous. Et je regrette un peu quand même de pas avoir la nature et puis le bruit de la Gartempe tout près, même si je suis j'habite pas loin de la Gartempe, mais voilà, c'est bon. On est bien obligé de passer par ces moyens de communication. En tout cas, vous avez le mérite, hein, de maintenir ce forum et puis de réunir par visio tous les acteurs qui veulent bien travailler et continuer à faire vivre ce forum. Et c'est important parce que voilà, pour nous, la région, le CPU Val de Gartempe mène une politique très intéressante et on maintient dans le maintien de ce réseau que vous avez créé et qui donc voilà, réunit beaucoup de partenaires, de personnes qui ont besoin d'échanger et de travailler ensemble à un moment donné de l'année, parce que beaucoup d'entre vous, vous travaillez plutôt aussi un peu seul, hein, quand on est technicien rivière, on aime bien, je pense, se retrouver en groupe pour pouvoir échanger et puis se mettre au fait aussi de l'actualité et de tous les éléments que vous allez pouvoir apporter. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de l'actualité régionale aussi. Donc la région a travaillé autour d'une feuille de route qui s'appelle Néoterra. On a travaillé cette feuille de route avec des scientifiques, avec des spécialistes. Et dans cette feuille de route, il y a 11 ambitions. Je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que vous avez vu ça sur Internet. Et là, je vous montre un petit peu le résumé parce que c'est un très, très gros document. Autrement, vous pouvez retrouver sur Internet. Et donc, bien évidemment, dans ces 11 ambitions, pour accompagner et accélérer la transition, il est bien sûr question des politiques de l'eau. Et donc, tout le travail que vous faites là rentre complètement dans cette dynamique. Alors, juste pour vous donner quelques éléments, hein, l'eau étant un enjeu majeur pour le territoire régional, c'est l'ambition numéro 9, précisément dans les 11 ambitions qui sont déroulées dans Néoterra, avec l'ambition de 30% de consommation d'eau en moins par l'agriculture en période d'étiage en 2030, moins 50% de consommation d'eau dans l'industrie par l'amélioration des procédés et le changement des comportements. Et en 2030, sortie des pesticides de synthèse, notamment en accompagnant la transition agricole. Et 100% de ressources hydriques et milieux aquatiques en bon état en 2027. Et passer sous le seuil de 15 obstacles à l'écoulement sur 100 km. Et réduire de 50% le taux de fragmentation des écosystèmes aquatiques. Voilà, c'est des sujets que vous abordez certainement régulièrement. Et donc, sachez que ça rentre complètement dans notre feuille de route.
que nous allons décliner aussi au travers de toutes nos politiques régionales, qu'elles soient de l'eau ou, comme vous l'avez entendu, sur aussi les entreprises, etc. Donc, on est complètement dans cette dynamique-là. Et donc, bien sûr, ça ne pourra se faire que si les acteurs locaux, et vous, par exemple, les techniciens médiateurs de rivière, vous contribuez aussi à développer et à porter cette politique-là. Et bien sûr, on est en appui, on viendra en appui, hein, nos services régionaux viendront en appui chaque fois que besoin pour accompagner et faire en sorte que cette politique se décline sur les territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, bon, bien évidemment, dans ce contexte-là, on continue à accompagner les projets de gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins versants, notamment via la contractualisation au travers d'outils opérationnels de type contrats territoriaux. On en a voté quelques-uns là cette année, de nouveau. Elle met en place également, la région met en place également en lien avec les agences de l'eau, travaille en lien avec les agences de l'eau, bien évidemment. Vous êtes présents et vous pourrez aussi parler de ce partenariat. Nous avons des conventions de partenariat qui concourent à garantir la cohérence des politiques de l'eau sur la région. Alors, on peut citer quelques appels à projets. L'appel à projets restaurant les services rendus sur les milieux humides et les têtes de bassin face aux enjeux du changement climatique. Voilà, c'est mené conjointement avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne, avec pour objectif de doper les dynamiques des acteurs locaux afin de mettre en œuvre des opérations concrètes, ambitieuses et innovantes dans le but d'améliorer les fonctionnalités des milieux humides. Voilà, et donc le stockage de l'eau rentre là-dedans, dans le ralentissement des écoulements également, et au-delà même des enjeux très importants que peuvent être la préservation de la biodiversité. Voilà, tout est lié, et ces appels à projets, bien sûr, peuvent vous apporter aussi un intérêt pour votre travail. Et puis, un autre appel à projet qui est intitulé « Continuité écologique aquatique ». Donc, celui-ci a été adopté en octobre dernier et pour lequel une communication spécifique sera faite. Donc, vous recevrez en décembre les éléments de cet appel à projet. Et vous dire que la région, en 2021, mobilisera 4 millions d'euros en complément des dispositifs des agences de l'eau à Dour-Garonne et Loire-Bretagne, afin de lutter contre la fragmentation des cours d'eau et de faciliter la libre circulation piscicole et sédimentaire. Voilà, alors il y a aussi un effort d'investissement aux entreprises du BTP spécialisées dans les infrastructures vertes et de génie écologique, qui contribuent ainsi au redressement de l'économie régionale, notamment. Voilà, on souhaite booster tous les secteurs d'activité, parce qu'on sait très bien qu'avec cette crise sanitaire, de nombreuses entreprises, de nombreuses structures vont être en difficulté. Et donc, cet appel à projet rentre aussi dans ce que nous, on appelle le plan de relance de l'activité, voilà, de la reconquête technologique. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'accompagnement, d'appel à projet qui peuvent vous servir, et puis de partenariat avec les structures gestionnaires des milieux aquatiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette feuille de route, je ne sais pas si sans doute vous en avez entendu parler, sans doute vous pouvez la retrouver, comme je disais, sur Internet. Et puis vous verrez si ça vous inspire, mais je pense que ça va tout à fait dans le sens de des actions que vous pouvez mener. Et vous pouvez contribuer à la décliner encore mieux sur tous les territoires. Et puis voilà, ce forum, une nouvelle formule, voilà, c'est un peu moins convivial, un peu moins facile aussi, mais vous surmontez la difficulté. Je trouve que c'est plutôt bien. On va essayer de garder un peu de convivialité quand même, hein, même si elle est numérique. J'espère bien, mais quand même, moi je fais beaucoup de visio. D'ailleurs, je vais vous quitter dans 5 minutes parce que j'ai une autre visio avec la région en parallèle. On ne fait que ça, puis au bout d'un moment, quand même, on aimerait bien se retrouver. Hein. Je suis quand même allée à Bordeaux lundi parce que j'avais besoin de revoir quelques collègues, même si on n'était pas nombreux.
euh, quand on quitte la visio, ben voilà, on se retrouve un peu quand même isolé et ça manque. Le contact humain manque. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais franchement, ben, on va dire que là, tu me manques, quoi, hein, même si tu n'es pas loin. Et quand j'y vais, il n'y a pas grand monde. Hein, évidemment, vous êtes tous en télétravail sur là-dessus. Voilà, c'est bien d'organiser ça en visio, mais je pense que j'espère qu'on sortira de cette crise sanitaire et qu'on se retrouvera en 2021 en présentiel de façon à échanger d'une façon encore plus conviviale sur le travail que vous menez. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon forum et puis une bonne continuation de toutes les actions que vous menez sur le territoire, sur les territoires, parce que on est maintenant sur la grande région, mais au-delà, avec tous les partenaires sur d'autres régions. Donc, c'est plutôt un beau succès que ce forum et ce travail en partenariat. Bravo à vous en tout cas et bon courage à tous. Ben, merci beaucoup, Reine-Marie Vazac, pour ce petit mot d'ouverture et puis ce soutien affirmé aussi de la région au dispositif réseau et puis à l'action des différents gestionnaires de rivières en région. Voilà, effectivement, on sent que l'action qui est conduite dans les différentes collectivités va un peu dans le sens du vent, justement, et des enjeux un peu de demain. Donc, c'est bien de se sentir dans cette vague commune. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Bon forum. Voilà, donc après, effectivement, ce petit mot en région. Effectivement, la programmation du forum habituellement est assez éclectique. Donc, on essaie de chercher quelques sujets centraux de votre métier, et puis aussi parfois de vous emmener à réfléchir un petit peu sur les marges. C'est parce qu'on pense que cette vision un petit peu croisée, on s'est dit que ça peut permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Et puis, on va commencer les sujets du forum avec peut-être quelque chose de moins attendu, peut-être plus dans les marges justement. C'est la question voilà, du développement de la culture du risque voilà, au sein des collectivités, parce qu'effectivement, on travaille sur ces différents sujets. Alors, les risques qui exposent la collectivité, évidemment, mais aussi les travaux que vous pouvez conduire, eh bien, voilà, permettent justement de limiter ce risque, voilà, et donc d'agir dessus. Alors, pour parler de risque, quoi de mieux que de demander ça à un assureur dont c'est le métier. Voilà, et donc on a aujourd'hui la chance d'accueillir 3 personnes de la SMAC, SMAC Assurance, donc qui est du coup une mutuelle qui assure les collectivités, hein, parmi d'autres, mais qui ont fait effectivement déjà qui a avancé déjà une certaine réflexion par rapport aux enjeux liés à la GEMAPI. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de pouvoir développer un peu comment aussi on voit ça du côté de l'assureur, dans le but, en fait, peut-être d'accompagner aussi vos travaux et vous mettre en avant quelques points de vigilance pour, in fine, réduire au maximum toutes ces expositions au risque, quoi. Alors, nous avons la chance d'accueillir Jean-Yves Delechenaux, Laurent Ossilou et Michael Medjeber, donc de la SMACL. Qui est-ce qui commence chez vous? Et Michael. Ça va être moi. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer d'être bref puisque visiblement vous m'entendez, mais il y a un léger bruit qui n'est pas très agréable pour certains. Donc, je vais essayer d'être très bref. Donc, Michael Medjeber, je suis inspecteur régional pour SMAC l'assurance sur le secteur centre Val-de-Loire. Je suis accompagné aujourd'hui, comme l'a dit Jérôme, de Jean-Yves Delechenaux, chargé de mission à la direction générale assurance de SMAC, donc chargé de mission assurance, et également de Laurent Ossilou, qui lui est responsable régional pour l'équipe d'inspecteurs en région sud-ouest, également pour SMAC Assurance. Donc tout d'abord, avant de commencer, merci à Jérôme de
nous permettre d'intervenir aujourd'hui, de nous accueillir à défaut d'être en présentiel. Je partage les propos de Madame Bazac, hein, on préfère nous également être sur le terrain. C'est nos missions premières, mais on s'adapte à la crise sanitaire. Donc, la visio est très bien adaptée. Donc, merci à Jérôme Clerc de nous faire confiance et de nous permettre d'intervenir aujourd'hui auprès des techniciens de Rivière que vous êtes. Mais si vous le permettez, vous voyez à l'écran s'inscrit le sommaire. Donc, mes collègues vont traverser le cadre juridique, l'assurance, hein, au sens propre du terme, comme l'assurance des responsabilités. Et puis, l'importance de la culture du risque sera évidemment traversée à travers ce thème de la GEMAPI. Si vous me le permettez, 2 petites secondes pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire, qui est en train de vous parler. Très rapidement, hein, les chiffres, on peut les interpréter comme on le veut bien. Si vous me le permettez, succinctement, SMAC l'assurance, donc c'est la société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Cette mutuelle a été créée par des élus territoriaux en 1974. Depuis 2019, nous sommes rentrés dans le groupe Vive, qui est une union de mutuelles telles que la MGEN, la MMT, et SMAC l'assurance porte, si vous voulez, les risques liés aux dommages aux biens, aux responsabilités, notamment au sein de ce groupe. Outre le processus démocratique, vous voyez qu'on est administré par 20 membres sociétaires et 2 membres élus salariés. Et sur le côté droit, hein, vous voyez de la slide, tout simplement, nous véhiculons les valeurs mutualistes, hein, bien évidemment, à travers différentes certifications, aussi bien le label diversité que le respect des normes environnementales et tout ce qui va avec. Autre chose qui nous caractérise, c'est que je suis inspecteur et donc nous sommes la plupart du temps sur le terrain au contact des collectivités et des EPCI. Donc il faut comprendre que nous nous adressons aussi bien aux collectivités qu'à tous les satellites, si on peut dire ainsi, et donc également les EPCI comme les syndicats. Pour la partie chiffres, rapidement, vous voyez, on assure globalement 2 collectivités sur 3 en France, 9 200 communes, 16 200 personnes morales de droit public. Donc, les syndicats sont inclus dans ces chiffres-là. Et globalement, nous sommes leaders de l'assurance des territoires. Nous nous diversifions également sur la partie association, sur le marché des entreprises et particuliers. Mais encore une fois, notre cœur de cible est bien évidemment les collectivités locales et territoriales. Voilà pour la présentation assez succincte. Je laisse la main à Jean-Yves Delechéneau, chargé de mission assurance au sein de SMAC. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, juste avant, oui. J'ai oublié de passer les règles pour les questions. En fait, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion si vous voulez, qui se trouve en bas de la page, mais on prévoit un temps spécifique voilà, pour reprendre toutes ces questions à l'issue des présentations. Voilà. Merci, désolé, et la parole est à toi. Merci Jérôme, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Michael, Jean-Yves Delechéneau, je suis responsable mission auprès de SMAC l'assurance et mon travail consiste à réaliser des interventions à l'occasion de colloques, souvent en présentiel, mais malheureusement aujourd'hui, compte tenu de la situation, on le fera en visioconférence. Sur des questions qui touchent la responsabilité des collectivités et on va dire de toutes les structures satellites autour des collectivités. Effectivement, lorsqu'on parle de culture du risque et de développer la culture du risque, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure et comme vient de le rappeler Michael dans le cadre de la présentation de notre intervention, cette question, elle renvoie à la notion de risque et plus particulièrement la notion de risque juridique. Finalement, demain, lorsque je réalise des travaux et qu'à cette occasion, je cause des dommages à un riverain, à une autre personne, quid de ma responsabilité? Quid également, bien évidemment, on a tous en tête les événements de Xintia, quid effectivement des risques de responsabilité demain en cas d'événements majeurs qui provoquent une inondation sur les territoires. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, le propos, ça sera de
de vous donner quelques éléments de réflexion, quelques réflexes en vous précisant un petit peu quel est ce cadre juridique justement, comment finalement fonctionne la responsabilité des structures qui ont la compétence GEMAPI et de façon plus générale aussi les autres acteurs, parce qu'il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent être amenés à intervenir, on va dire de façon plus générale dans la prévention des risques d'inondation. Et puis, tout simplement de vous donner quelques réflexes au travers, des décisions ou des dossiers qu'on a pu avoir en gestion. Je précise, néanmoins que, bien évidemment, la compétence GEMAPI étant une compétence qui est enfin, le bloc de compétences GEMAPI étant une réforme, on va dire, relativement récente, des dossiers sinistres spécifiques, bloc de compétences GEMAPI, nous n'en avons que très peu. Mais finalement, ces dossiers, lorsqu'il y a une recherche de responsabilité, ne comportent pas on va dire heu, d'écart significatif entre les règles actuelles de mise en jeu de la responsabilité, d'une collectivité. Alors, juste une petite précision, avant de débuter, si ça veut bien fonctionner. Alors, voilà. Alors, juste en 2 mots, c'est quoi, la GEMAPI? Alors, vous la connaissez mieux que moi puisque vous la traitez au quotidien, mais juste la genèse, hein, de ce bloc de compétences GEMAPI, ça part d'un rapport, un sénateur, Colomba, qui, fait un certain nombre de constats à la suite des événements Xynthia et des inondations qui sont survenues, dans le Var en 2010. Le constat à plusieurs niveaux. Bien évidemment, le premier constat, c'est une augmentation significative des événements d'inondation, avec malheureusement des conséquences en termes humains et en termes économiques très importants, très dramatiques, hein. On l'a vu encore récemment avec les inondations dans le sud-est. C'est aussi un morcellement de la compétence de l'eau, et plus particulièrement dans le grand cycle de l'eau, compétence qui est morcelée, parfois, à un niveau, on va dire, hydrogéographique ou géographique qui n'est pas toujours, pertinent, et donc du coup, derrière, autre, élément, important, c'est, au niveau européen, la politique de l'Union européenne qui, incite bien évidemment à intégrer la notion de prévention, des inondations, et donc d'intégrer cette notion de bassin versant, dans le cadre de sa réflexion pour, la protection contre les inondations. D'où effectivement, la mise en place, du bloc de compétences GEMAPI, hein, avec 2 objectifs principaux, hein, recentrés à une échelle locale pertinente, donc bassin versant, un bloc de compétences qui était jusque-là morcelé, encore une fois, et par ailleurs, concilier cette compétence aussi avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le tout dans une logique de prévention des inondations. Donc, les textes, je vous les ai rappelés, vous les avez, vous les connaissez. Il y en a 3 principaux, mais il y en a d'autres également, notamment aussi le décrédic, puisque vous pouvez, dans le cas des systèmes d'endiguement ou les futurs systèmes d'endiguement, vous aurez bien évidemment affaire au décrédic. Alors, je ne sais pas, il y a un décalage entre mon intervention et voilà. Donc j'ai rappelé ici, les compétences, hein, qui sont au nombre, de 4, voilà, qui sont reprises par, le code de l'environnement et plus particulièrement l'article L 2211-7. Alors, quand on parle de responsabilité, qu'est-ce qu'on entend par là? Heu, je, Laurent, est-ce que tu peux prendre la main parce que ça j'ai des bugs, ça rame? Merci. Alors, quand on parle de responsabilité, il faut bien voir qu'il y a, j'ai envie de dire 2 grandes catégories, hein, de responsabilité, que ça soit pour une personne morale, droit public, collectivité, ou, un particulier d'ailleurs, hein, c'est finalement le même risque. Hem Le, 1er risque, c'est, on va dire, le risque de responsabilité civile ou administrative, là, en l'espèce administrative, où, l'objectif principal, on va dire, ce serait une responsabilité financière, c'est de réparer le préjudice
qui aura été subi par une victime à la suite d'un accident, d'un dommage. Et puis le deuxième risque, c'est le risque de responsabilité pénale, hein, où l'objectif ici, c'est avant tout de sanctionner un comportement qui est prohibé expressément par la loi et donc qui peut engendrer derrière soit une condamnation à une amende ou emprisonnement avec sursis ou ferme. D'où l'importance effectivement de se protéger face à ces deux risques. Alors, ce que je vous propose, bah, écoutez, c'est d'aborder ces deux grandes catégories. En ce qui concerne la responsabilité administrative, bien évidemment, cette responsabilité, elle porte sur la structure. Maintenant, la question de fond, c'est qui supporte ce risque compte tenu du transfert de compétences. Alors, la réponse, elle est finalement relativement simple. Aujourd'hui, qui dit transfert de compétences, dit transfert des droits et obligations, transfert des équipements, des services pour exercer cette compétence, et donc derrière, forcément, transfert de responsabilité en cas de mise en jeu de cette responsabilité. Il faut savoir néanmoins que ce transfert de responsabilité, il vaut non seulement pour les sinistres futurs, mais aussi pour les sinistres en cours. Je vais vous donner un exemple qui a été jugé tout récemment, qui est, on va dire, classique, hein, parmi d'autres, qui est une décision qui a été rendue par la Cour administrative d'appel de Lyon en août 2020, donc c'est tout récent. Des particuliers qui se plaignaient d'inondations de leur propriété et qui imputaient ces inondations non seulement à un mauvais état de la rivière qui était située en limite de leur propriété, mais aussi un mauvais écoulement sur les routes et sur le réseau d'eau pluviale. Et s'est posé la question donc de la mise en jeu de la responsabilité des différents acteurs et notamment de la commune et de la communauté d'agglomération sur la compétence eau pluviale. Alors, on n'est pas dans la compétence GEMAPI, mais le cas est tout à fait transposable. Heu la question, c'était finalement, avant le transfert de compétences à cette communauté d'agglomération, il y avait eu une expertise amiable qui avait été organisée, par, l'assureur, des propriétaires et donc une mise en cause, on va dire, amiable qui avait été exercée, par les propriétaires, auprès de, la commune et de la communauté d'agglo et donc la communauté d'agglo disait: «Bah, finalement, ce sinistre, moi, j'ai pas à le prendre en charge parce que il est antérieur à ma prise de compétence. Non. La Cour administrative d'appel a très clairement dit que transfert de compétences valait transfert de responsabilité, y compris lorsque le sinistre avait été déclenché auparavant. Donc voilà, ça vous donne un exemple assez significatif. J'ajoute juste une précision qui dit transfert de compétences, dit également transfert du contrat d'assurance, ou plus exactement, le contrat d'assurance va continuer à couvrir le risque tant qu'il n'y a pas eu de mise en place d'un nouveau contrat d'assurance, hein. C'est clair que l'assureur qui assurait le risque avant le transfert peut tout à fait être actionné pour le règlement du sinistre au moment où, par la suite, la compétence a été transférée à la structure, ceci jusqu'à la prise, l'intervention du nouvel assureur. Alors, quelques limites, hein, à cette situation. Bien évidemment, la première, c'est selon, les compétences, qui ont été transférées et le périmètre, hein, bien évidemment, qui a été transféré puisque, comme on le dit, hein, cette compétence GEMAPI, elle peut être fractionnée pour son transfert, hein. 2e situation, vous savez que vous avez dans la majorité des situations la possibilité de transférer, hein, cette compétence à, un établissement, ou à un syndicat. Néanmoins, il y a également la possibilité de déléguer cette compétence et dans cette hypothèse, la notion des responsabilités sera, plus délicate et il faudra aller, vérifier quelles étaient les obligations dans cette convention, de délégation. Et puis, dernier élément, c'est, bien évidemment, lorsque le sinistre a été élevé, en contentieux. Voilà un petit peu, ce qu'il en est sur, l'approche et la question: «Qui est responsable?» Alors, maintenant, 2e question, quelle responsabilité? Dans quel domaine finalement, la, structure GEMAPI peut voir sa responsabilité recherchée? Alors, je dirais qu'il y a, pour schématiser, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour,
expliquer réellement quels sont l'ensemble des règles de mise en jeu de la responsabilité. Mais en ce qui concerne la structure GEMAPI, il y a deux fondements principaux. Le premier fondement, on va dire, c'est la responsabilité sans faute. Et le cas le plus classique auquel vous êtes confronté quotidiennement, c'est lorsque vous réalisez des travaux publics ou lorsqu'il y a un ouvrage public qui est intervenu dans la réalisation d'un sinistre. Je donne un exemple tout simple. Vous êtes amené à réaliser, enfin c'est un dossier qu'on a eu même en gestion, hein, une agglomération qui réalisait des travaux d'entretien d'un cours d'eau. Les travaux sont en cours et à ce moment-là, il y a une crue sur le ruisseau, qui fait que ce ruisseau déborde et lors du débordement de ce ruisseau, il y a une buse qui était, située sur un terrain qui devait, être, posée, qui a été, embarquée, hein, par, les eaux et qui est venue, taper sur, les murs d'une propriété située en contrebas. Voilà, typiquement, c'est un dossier, où, on a une mise en cause de la structure GEMAPI pour des dommages de travaux publics. Et là, en l'espèce, c'est un dommage de travaux publics causé à un tiers, hein, puisque la personne ne profite pas directement des travaux publics, donc on considère qu'elle est tiers par rapport aux travaux publics. Et là, on serait dans un régime de responsabilité sans faute. Et donc, les seules situations d'exonération, c'est la faute de la victime et la force majeure. Alors, je reviendrai sur cette notion de force majeure. Faute de la victime, bah, l'exemple le plus simple, hein, qu'on a eu parfois dans la gestion, c'est par exemple une personne qui rénove une habitation en zone à risque sans permis de construire et l'habitation est touchée par la suite par un sinistre majeur, affaissement, éboulement ou inondation. Donc là, effectivement, se posera la question de l'illégalité de la situation dans laquelle se trouve la victime et d'une possibilité d'exonération de la responsabilité de la structure. Deuxième fondement de responsabilité, c'est ce qu'on appelle la responsabilité pour faute. Alors, je dirais qu'il y a deux domaines là pour simplifier. C'est la notion, là encore, d'ouvrage public, mais cette fois-ci, la victime n'est plus tiers par rapport à l'ouvrage, elle profite de l'ouvrage, donc elle est usagère de l'ouvrage public. Par exemple, lorsqu'une digue est inscrite dans les ouvrages de protection contre les risques d'inondation, les personnes qui bénéficient derrière de cette protection seront considérées comme usagers de la digue, parce qu'ils sont bénéficiaires prioritaires de cette protection. Là, ici, on est sur ce qu'on appelle un dommage de travaux publics causé à un usager. Et dans cette hypothèse, la responsabilité sera une responsabilité pour faute, présumée, mais pour faute. 2e hypothèse, c'est on va dire dans, une situation plus générale de gestion de vos activités. J'ai mis un cas, qui a été jugé récemment par exemple, hein. C'est tout simplement, lorsque dans le cadre de la gestion des cours d'eau, vous ne vous êtes pas substitué au propriétaire défaillant. Il peut y avoir une mise en jeu de votre responsabilité et dans cette hypothèse-là, c'est un régime de responsabilité pour faute approuvée. Je vais vous donner un exemple qui a été jugé tout récemment par le Conseil d'État. Un zoo qui avait été inondé à plusieurs reprises du fait d'un défaut d'entretien du lit de la rivière. Un syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique s'est substitué au propriétaire pour réaliser les travaux qui ont été qualifiés de travaux d'intérêt général, hein, par les services de l'État. Et à cette occasion, l'État avait enjoint, à la suite de nouvelles inondations, le syndicat d'enlever les embâcles sur le lit de la rivière, hein, qui était encore une fois non domanial et donc de se substituer au propriétaire. Le syndicat ne l'avait pas fait, alors c'est pas précisé pour quelle raison. Toujours est-il que sa responsabilité a été retenue pour faute, du fait de cette carence dans, sa possibilité de se substituer, au propriétaire défaillant. Et puis, bon, bien évidemment, les moyens d'exonération, ce sont toujours les mêmes, hein, je vous les ai inscrits. On retrouve la force majeure, on retrouve la faute de la victime, donc l'absence de faute, bien évidemment, pour ce qui concerne, par exemple, l'entretien des rivières. Et puis, donc, l'entretien normal de l'ouvrage pour les dommages de travaux publics causés à un usager. Et c'est vrai que cette notion d'entretien normal de l'ouvrage,
Elle n'est pas spécifique, hein, à la compétence GEMAPI, on la retrouve systématiquement dès l'instant où un ouvrage public est mis en cause et qu'il a occasionné un dommage à un usager. On a, pour rien vous cacher, hein, la plus grande majorité des sinistres qu'on a à gérer, ce sont des accidents provoqués par un défaut d'entretien de la voirie, hein, c'est classique. Mais voilà, c'est le même régime au niveau de l'ouvrage public que peut être amené à gérer la GEMAPI dans ce genre de situation. Alors, néanmoins, ça, c'est, je dirais que c'est le régime classique de responsabilité. Et donc, on le voit bien, la notion d'entretien normal, elle est importante puisque ça sera à vous de rapporter la preuve. Donc, ce sera à vous d'apporter des éléments qui justifient que vous avez réalisé correctement votre travail et que vous avez entretenu correctement vos ouvrages. Heu, En ce qui concerne plus particulièrement les systèmes d'endiguement, les différents textes ont institué des limites à cette responsabilité de la structure GEMAPI. Hem, 2 limites. La première, c'est durant la période transitoire. Hem, Vous avez récupéré la compétence GEMAPI et vous devez aujourd'hui établir votre système d'endiguement. Et donc, pendant cette période transitoire, il peut y avoir des sinistres qui se produisent, alors même que vous n'avez pas totalement terminé la mise en place et la définition de votre système d'endiguement, la crue de référence, le niveau de protection, la population à protéger, du coup, les ouvrages qui participeront à cette protection, hein, tout ça, ça ressort, on va dire, de l'étude de danger et derrière du travail que vous serez amené à réaliser sur ces ouvrages-là. Dans cette hypothèse, quid de la responsabilité de la structure qui a récupéré cette compétence, mais qui n'a pas encore finalement pu vraiment la mettre en œuvre? Le législateur a prévu une limite de responsabilité, très clairement. Il dit pas de responsabilité en cas de dommage causé par un ouvrage récupéré pendant cette période transitoire, sauf défaut d'entretien normal de l'ouvrage. D'où, encore une fois, cette notion importante à intégrer dans votre travail quotidien. Euh, Deuxième limite à cette non-responsabilité pendant la période transitoire, c'est d'avoir déposé le dossier de régularisation dans les délais qui vous sont impartis selon la classification des ouvrages, hein. Je rappelle que vous avez donc cette obligation et que dès l'instant où vous ne respectez pas cette obligation, et ben, du coup, cette limite de responsabilité, elle ne pourra pas s'appliquer. Donc voilà, 1 précaution toute simple, mais je pense que vous le savez, c'est, important, hein, de déposer dans les délais son dossier de régularisation. Ça, c'est avant, on va dire, c'est durant la période transitoire et qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que vous avez, établi votre système d'endiguement et dès lors, se pose la question de la responsabilité en cas de sinistre futur, lié à un dysfonctionnement, ou à un défaut d'organisation dans vos missions, dans la gestion de ce système d'endiguement ou des ouvrages, hydrauliques. Quid de la responsabilité? Alors, le législateur a prévu une deuxième limite, dont il faudra voir comment elle est interprétée, hein, aujourd'hui, enfin demain plus exactement, mais qui est prévue par, l'article L 762-8-1 du code de l'environnement. C'est, pas de responsabilité, du gestionnaire de l'ouvrage, dès l'instant où les dommages qui ont été, causés, n'ont pas per les ouvrages qui sont à l'origine des dommages, causés, pardon, n'ont pas permis de, prévenir ce dommage et dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, exploitation et surtout, encore une fois, à leur entretien ont été respectées. Donc vous savez, hein, décret digues et réglementations, afférentes, vous avez un certain nombre d'obligations, hein, en ce qui concerne les systèmes d'endiguement et les ouvrages hydrauliques. Obligation d'entretien, obligation de surveillance, obligation de démontrer que vous seriez en capacité de donner rapidement l'alerte, donc une organisation efficiente, on va dire, en cas d'événements majeurs, hein. Voilà, un certain nombre d'obligations, je ne les détaille pas, hein, elles sont encore une fois
Elles résultent encore une fois des crédits et elles sont dans le code de l'environnement et les documents afférents. Mais ces éléments imposent un certain nombre d'obligations et il est bien évident qu'il est important de respecter ces obligations et de tracer aussi ces interventions, notamment l'entretien courant, parce que ça permettra de démontrer que vous avez finalement respecté vos obligations. Donc là, on est dans un système de responsabilité un peu spécifique où on va dire vous êtes présumé avoir correctement réalisé votre travail, sauf, enfin plus exactement, vous êtes plutôt considéré comme pas responsable, sauf si on constate que vous n'avez pas respecté vos obligations en matière de suivi et d'entretien des ouvrages. Voilà un petit peu ce qu'il en est de la responsabilité de la structure GEMAPI. Alors, finalement, est-ce que on a d'autres moyens de se prémunir? Notamment pour ce qui est des dommages qui peuvent être causés à des riverains pardon, à l'occasion de travaux publics. On a un certain nombre de dossiers où je peux vous faire un retour d'expérience là-dessus, sur, sur, on va dire, une question qui paraît surprenante, mais qui, malheureusement est aujourd'hui définitivement tranchée par les juridictions administratives. Je vais prendre un cas très simple. Nous avons, un syndicat intercommunal, donc de gestion de rivières qui intervient pour réaliser des travaux, d'entretien des berges et d'abattage, d'arbres. Hem, Ces travaux, il les confie à une entreprise et à cette occasion, l'entreprise cause des dommages à un pont qui s'avère être un pont, privé, hein, qui passe, au-dessus de la rivière, et se pose donc la question de la responsabilité, pour la réparation des dommages, au propriétaire du pont. Hem, il s'avère très clairement que c'est l'entreprise qui a commis un certain nombre d'erreurs dans le cadre de l'exécution de son marché et qui est à l'origine de ce dommage. Mais juridiquement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous, en tant que maître d'ouvrage des travaux publics, et s'agissant d'un dommage causé à un tiers, vous êtes en première ligne. La victime peut tout à fait, ou son assureur, hein, peut tout à fait dire, bah, écoutez, moi, j'estime que vous êtes maître d'ouvrage des travaux, c'est un dommage de travaux publics causé à un tiers, donc je fais mon recours auprès de vous. Et vous allez dire, bah, attendez, c'est pas nous, c'est l'entreprise. Donc vous allez appeler en garantie, comme on dit, l'entreprise pour les dommages causés réellement et pour la prise en charge de ces dommages. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des situations où, entre le moment où il y a le recours et le moment où le recours devient efficient, les travaux ont pu être, peuvent être terminés, réglés et la réception même, définitive des travaux lorsqu'il y a des ouvrages, prononcée sans réserve. Et là, il faut savoir qu'il existe une jurisprudence, très affirmée du Conseil d'État, qui dit très clairement, dès l'instant où il y a eu réception sans réserve des travaux ou si vous les avez soldés définitivement, eh beh, il n'y a plus de possibilité de faire un recours contre l'entreprise parce que cette réception sans réserve des travaux met fin aux relations contractuelles avec l'entreprise. Donc, plus de recours possible. Alors, il arrive que, la victime, elle, finalement, elle mette en cause les 2 en même temps et dans ce cas-là, le juge va considérer que ce sont des travaux publics pour tout le monde et il va mettre en cause les 2. Mais lorsqu'il sera, nécessaire de déterminer réellement, qui doit supporter la totalité de la charge entre, le maître d'ouvrage, donc vous, structure GEMAPI, pardon, et l'entreprise, eh beh, il faut savoir qu'il peut y avoir, difficulté parce que cette jurisprudence, considère qu'il n'y aura plus de recours possible. Alors, il y a des exceptions néanmoins qui ont été fixées par le Conseil d'État. Il y en a, 4. Bon, la première, je la mets de côté, c'est le dol de l'entreprise. Les 3 autres sont plus intéressantes. La première, c'est lorsque, le dommage, a été causé par une mauvaise, conception, de l'ouvrage et que donc ça engage la responsabilité décennale des constructeurs qui sont intervenus. Dans cette hypothèse, le recours sera possible même après réception. Deuxième hypothèse, finalement, vous avez dans votre, marché intégrer une clause, mais pas une clause qui détermine de façon générale la possibilité de rechercher la responsabilité de l'entreprise, une clause plus spécifique qui vous permet de rechercher cette responsabilité, même après réception pour les dommages causés au tiers. Dans cette hypothèse, effectivement, ce sera possible. Et enfin, troisième hypothèse que nous avons mis en œuvre avec
plusieurs de nos avocats, notamment lorsque nous avons eu affaire comme ça de gros sinistres, c'est d'intégrer tout simplement une réserve sur le PV de réception pour les dommages qui ont été causés au tiers. Alors vous allez me dire, bah, attendez, le procès-verbal de réception, c'est pour les ouvrages, c'est pas pour, effectivement les dommages. Oui, mais jusqu'à présent, bah, écoutez, ça fonctionne, hein. Nous, ça nous permet effectivement, de gagner du temps avec la collectivité et puis, derrière, de pouvoir, transiger ou tout simplement, bah, arriver à ce qu'il y ait une prise en charge des dommages par l'entreprise qui peut être à l'origine, encore une fois, des dommages, hein. Je parle vraiment de l'hypothèse où l'entreprise, a commis une faute et qu'elle est à l'origine de ces dommages. Donc voilà, si j'ai moi, une information et une précaution à vous indiquer en ce qui concerne, les dommages qui peuvent être causés à l'occasion de travaux publics à des riverains, c'est celle-ci. Alors, faut savoir, hein, on a des dossiers sinistres, très lourds à ce niveau-là, hein, des situations, de dommages occasionnés sur des ouvrages souterrains ou, des stabilisations des terrains lors de travaux qui provoquent des fissures sur les habitations, riveraines. Voilà, dans ces situations-là, il peut être, utile lorsqu'il y a une mise en cause, de l'entreprise dans la réalisation de ces dommages, d'avoir à prendre ces précautions. Autre précaution que vous pouvez prendre, je dirais, en amont, cette fois-ci, c'est, lorsque vous allez réaliser des travaux dans un milieu, on va dire habité, urbanisé. Je ne sais pas si c'est souvent l'hypothèse pour vous, mais, peut se poser la question aussi d'avoir à, établir avant la réalisation de ces travaux, un constat, sur les immeubles existants, notamment si ceux-ci présentaient déjà, des désordres, de façon à ce que en cas de litige par la suite, eh ben, il y ait, une discussion sur, l'origine de ces désordres et donc le possible lien entre ces désordres et les dommages sur les habitations. Donc, vous pouvez, hein, utiliser ce qu'on appelle la procédure de référé préventif, qui est une procédure où on saisit un expert judiciaire en amont de ses travaux, et celui-ci va constater l'état des immeubles, voisins ou des ouvrages, voisins. Voilà, donc ça, c'est une précaution que vous pouvez intégrer, alors je ne sais pas si c'est à votre niveau ou après à d'autres niveaux, mais voilà, sachez que ça existe et que ça peut être aussi, une précaution, utile, pour vous préserver en cas de recours par la suite. Alors, autre question, très rapidement, finalement, est-ce que la compétence GEMAPI entraîne une responsabilité exclusive de la structure qui a récupéré cette compétence? Bien évidemment non, et de ce point de vue-là, les choses ne changent pas. D'autres acteurs peuvent voir leur responsabilité engagée à côté ou même, selon les situations, seuls, dans le cadre d'un événement entraînant, notamment, une inondation. Heu, alors les premiers, bien évidemment, ce sont les riverains des cours d'eau non domaniaux puisque ceux-ci ont l'obligation, d'intervenir et vous, si vous avez récupéré la compétence aménagement, des rivières et des cours d'eau, votre intervention, elle ne se fera qu'en cas de défaillance, hein, selon on va dire des travaux qui seront déclarés d'intérêt général, par les services de l'État. Mais, votre intervention devra s'effectuer en cas de défaillance et après mise en demeure des propriétaires. D'ailleurs, si je reprends un exemple récent qui a été rendu aussi par le Conseil d'État, un syndicat qui était à l'origine, d'inondation d'un zoo, hein, je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler de cette affaire. Il s'avère que finalement, le préfet avait enjoint le syndicat, intercommunal d'aménagement hydraulique, d'effectuer des travaux, pour enlever les embâcles sur, le cours d'eau non domanial, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Entre-temps, il y a eu d'autres inondations et finalement, la responsabilité du syndicat a été reconnue pour faute du fait, d'une non-substitution, aux riverains, du cours d'eau non domanial. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose, que vous pouvez avoir, en tête lorsque si vous êtes confronté demain à cette situation. L'État, bien évidemment, hein, conserve cette responsabilité, non seulement au titre de ses pouvoirs de police de l'eau,
mais aussi dans le cadre plus général de la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels et des plans de prévention des risques d'inondation, ou PPRL. C'est à l'État de prescrire ces documents et donc de mener les travaux pour le faire. Bien évidemment, une autre collectivité, je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir d'autres ouvrages que les seuls ouvrages de la GEMAPI qui sont mis en cause. Et puis, un autre élément sur lequel je souhaitais insister un petit peu, je ne sais pas s'il y a des représentants des communes qui nous écoutent, mais bien évidemment, la responsabilité de la commune peut aujourd'hui toujours être engagée en cas d'événements majeurs, notamment en cas d'inondation ou autre événement naturel. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police, doit prévenir, hein, les fléaux calamiteux et entre autres les risques d'inondation. Mise en place des plans communaux de sauvegarde, mise en place d'un document d'information communal sur les risques d'inondation, hein, les fameux 10 crimes, information et alerte auprès des administrés, et j'en passe, hein, voilà. Donc très clairement, de ce point de vue-là, si le maire commet une faute dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, eh ben, sa responsabilité et la responsabilité de la commune peut aussi être engagée. Et puis, bien évidemment, l'urbanisme. Alors, là, je l'ai mis sur les communes, mais après tout, il y a d'autres structures, hein, qui ont récupéré, là aussi, la compétence urbanisme. Mais c'est un domaine dans lequel nous avons un certain nombre de dossiers où il y a une mise en jeu de la responsabilité, des collectivités pour avoir délivré des autorisations d'urbanisme sur des terrains, qui comportaient finalement un risque naturel, et ce risque n'avait pas forcément, ce risque était connu, ou on va dire en tout cas que la collectivité avait des informations sur ce risque et elle ne l'a pas forcément intégré lorsqu'elle a instruit le permis de construire, et donc derrière, faute de la collectivité, est mise en jeu de sa responsabilité pour, les dommages, occasionnés sur le terrain, ou tout simplement le déclassement du terrain s'il y a, un nouveau classement par la suite. Voilà, donc important là aussi, hein, d'intégrer la notion de risque lorsque celle-ci est connue. Alors ça peut être un risque sur un terrain voisin, comme ça peut être un risque plus lointain, hein, donc important là aussi, hein, de faire l'historique, hein, du territoire et des risques qui ont pu déjà avoir lieu sur ce territoire. Quelques mots sur la deuxième responsabilité, la responsabilité pénale. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, le risque de responsabilité, pénale, il y a plusieurs délits. D'abord, on parle de délits non intentionnels. Donc ça veut dire que, là encore, il faut, prouver, une faute, hein, de la part de la personne qui sera poursuivie. 2e élément, 2, on va dire, grandes catégories d'infractions: les atteintes à l'intégrité physique, homicide involontaire et blessures involontaires, et puis, la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, exposant, la personne à un risque immédiat de mort ou, de blessures graves. Voilà, alors je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont les 2 principales catégories, d'infractions, pénales. Encore une fois, ça nécessite de démontrer une faute de la part de l'auteur qui sera poursuivi, et le code pénal, alors c'est la loi Fauchon, hein, vous en avez certainement entendu parler, qui établit, ces règles en matière de la faute pénale qui doit être retenue par les juridictions. Alors, il y a 2 hypothèses. La première, je la mets tout de suite de côté, c'est l'auteur indirect, où l'auteur est directement à l'origine du dommage, ou l'auteur est indirectement à l'origine du dommage. L'auteur directement à l'origine du dommage, ça ne vous concerne pas. En revanche, il peut y avoir des situations où finalement on considère que l'événement principal, c'est l'événement naturel, et derrière, néanmoins, il y a eu une faute qui a été commise et qui indirectement a contribué à la réalisation, du dommage. Donc c'est là où on parle effectivement, de faute indirecte. Alors, le juge pénal a prévu, 2 hypothèses. Il faut vraiment que l'on soit dans une situation, de faute, ce qu'on appelle une faute qualifiée. Donc une faute d'une certaine gravité. C'est pas la faute simple, c'est plus grave qu'une faute simple, même s'il faut faire attention parce que, forcément l'appréhension du juge sera également en fonction des circonstances. Mais notez que c'est avant tout une faute qualifiée, et il y en a 2 possibilités. La première, c'est la violation délibérée à une obligation particulière de sécurité et de prudence qui est imposée par les textes.
Donc, j'en reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, sur vos obligations d'entretien des ouvrages. Voilà, on est très clairement ici dans cette possibilité. Et puis, c'est les slides suivantes, Laurent. Merci. Et puis, l'autre situation, c'est la faute caractérisée. Donc, encore une fois, la faute d'une certaine gravité. Donc, en principe, si vous avez respecté vos obligations, même s'il faut toujours être très prudent, en principe, le risque de responsabilité pénale, il ne doit pas peser. Voilà. Mais il faut toujours être très prudent, d'où l'importance, encore une fois, d'être attentif au respect de ces obligations. Et puis, bien évidemment, de protéger les élus. Alors, dernier élément sur la responsabilité, je passe très très vite, c'est la responsabilité civile personnelle d'un élu ou d'un agent. Bon, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que c'est très rare. C'est d'abord la responsabilité de la structure. Si demain vous commettez une faute, c'est une faute de service. Et cette faute de service engagera la responsabilité civile, administrative, pardon, de la structure. Les cas de mise en jeu de la responsabilité civile d'un agent ou d'un élu, elle relève uniquement de la faute personnelle détachable. Donc vraiment la situation très grave, un fait poursuivre un intérêt personnel, par exemple, voilà, dans ce genre de situation, ça peut être constitutif d'une mise en jeu de la responsabilité personnelle, mais généralement, c'est la responsabilité de la structure en priorité. Voilà un petit peu sur ce qu'il en est sur les responsabilités. Juste une dernière chose, est-ce qu'un événement climatique majeur peut constituer un cas de force majeure et donc exonérer la responsabilité de la structure GEMAPI ou même, on va dire, d'une personne, d'un élu qui serait poursuivi. Alors, sur le plan juridique, la force majeure, elle est très, très rarement retenue par les juridictions parce qu'elle nécessite de rapporter la preuve que l'événement était irrésistible et imprévisible. Et j'ai envie de dire que dans ce genre de situation, le raisonnement du juge, c'est justement d'appliquer la culture du risque, c'est-à-dire d'aller vérifier si vous avez bien pris en considération les événements antérieurs qui ont pu survenir sur le territoire de votre sur le territoire dont vous êtes finalement responsable. Et partant de là, si ces événements ont été pris en considération pour déterminer votre niveau de protection et donc l'entretien de vos ouvrages ou la surveillance de vos ouvrages. Heu, donc, il y a eu, une jurisprudence qui a été rendue récemment, commune d'Arles, hein, qui a justement, relevé on était dans une situation, de force majeure parce qu'il y avait une conjonction d'événements, à savoir, une crue qui était de plus de ce qui était supérieur aux crues qui étaient connues jusqu'à présent. Le débit était supérieur, on avait un cumul avec, un niveau exceptionnel de la mer qu'on avait rarement connu et donc derrière, le juge a considéré on était face à un cas de force majeure, mais sachez que ça reste très, très rare, dans la pratique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, sur le cadre juridique. Je vais laisser la parole maintenant à Laurent parce que lui va vous parler un petit peu, plus justement de comment nous, assureurs, nous appréhendons, le risque une fois qu'on a justement, connaissance de ces risques et de ce cadre juridique. Donc voilà, maintenant j'espère pour vous un cadre, une vision du cadre juridique. Et si vous ne devez retenir qu'une chose de l'intervention de Jean-Yves, c'est vraiment tracer toutes vos actions de façon à ce que nous, derrière assureurs, on puisse justifier de vos activités, de vos actes, de l'entretien des ouvrages, des études préalables et de tout ce qui s'ensuit, de façon à ce qu'on ait des éléments de justification. Le souci, bien souvent, c'est pas que le boulot n'a pas été fait, c'est très rare, c'est qu'on a du mal à prouver et à apporter la preuve que celui-ci a été fait. Donc, l'importance vraiment de la traçabilité. Finalement, nous, face à ce risque d'inondation et de GEMAPI, ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même un accroissement des climatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une année sans que globalement, le marché d'assurance, au niveau des climatiques, donc on cumule catastrophes naturelles et puis tout ce qui est tempête, grêle, neige, on ne dépasse pas pratiquement le milliard d'euros. C'est devenu notre quotidien. Avant, vous voyez, quand on revient, ne serait-ce qu'au début des années 80, on avait des événements qui arrivaient de temps en temps. On disait un événement tous les 10 ans, un événement tous les 5 ans. Non, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est à 1 milliard d'euros tous les ans.
et des fois beaucoup plus. Pour mémoire, vous voyez, le Taré-Martin, ça a été pratiquement 7 milliards d'euros. Xintia, 1,6 milliard. Ça, c'est le coût pour les assureurs. Le coût pour la collectivité au global peut être beaucoup plus important. Finalement, nous, en tant qu'assureurs, c'est juste un petit rappel pour qu'on comprenne quel est le boulot d'un assureur, c'est de couvrir un événement qui va être accidentel, soudain et fortuit. C'est-à-dire que par nature, on va exclure un événement qui est récurrent, prévisible. Rapidement, pour que vous ayez l'idée, tous les aléas, c'est ce que vient de dire Jean-Yves, tout n'est pas assurable. Il y a des événements qui sont au-delà, c'est de la force majeure. Ni vous, ni nous ne pouvions savoir que cet événement-là pouvait survenir. Donc, effectivement, c'est le cas aujourd'hui qu'on est en train de vivre avec la pandémie. Le risque coronavirus n'était pas forcément prévu dans beaucoup de contrats. Juste pour vous donner une idée de la prime d'assurance, on est face en matière de risque d'inondation notamment, on est face à ce qui s'appelle des sinistres de pointe, c'est-à-dire des sinistres à très faible fréquence, mais très forte amplitude. Globalement, dans une prime d'assurance, on a à peu près 20% de frais de fonctionnement, on a à peu près 35% de récurrence sur des petits pépins qui ne vont pas vous concerner directement. Ça va être par exemple de la projection de gravillon quand il y a des opérations de débroussaillage ou des choses comme ça. Vous allez avoir à peu près 15% qui va être sur de la mutualisation, c'est-à-dire que là, on va être vraiment dans ce que vous pouvez connaître, notamment au niveau de la GEMA, une petite pollution, des choses comme ça, où là, on va prendre dans les cotisations courantes de l'ensemble de nos assurés pour régler le sinistre. Et on va ensuite avoir une partie de la cotisation qui va être vraiment sur de la réassurance. C'est ce que tout le monde connaît au niveau des cotisations de catastrophes naturelles, qui sont incluses dans tous les contrats. Et où là, finalement, c'est vraiment la communauté qui va venir ponctuellement assurer des événements d'une ampleur exceptionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau mondial, la capacité de réassurance est de l'ordre de 50 à 100 milliards d'euros au niveau mondial. C'est ce que les assureurs savent faire. Au-delà, on a un peu de mal. Donc finalement, la compétence GEMAPI, nous, on la lie vraiment sur deux aspects qui sont différents. On a d'un côté les sinistres GEMA et de l'autre côté plutôt les sinistres d'inondation. Sur les sinistres de gestion des milieux aquatiques, on vous avoue, encore une fois, comme le disait Jean-Yves, on n'a pas énormément d'exemples de dossiers parce que la compétence est récente. Juste un exemple qu'on a trouvé là tout récemment, d'ailleurs chez un de nos sociétaires, c'est un lac qui a été ouvert avec un vannage. Donc effectivement, fait d'un tiers, on pourrait se dire c'est la faute à pas de chance, en quoi le gestionnaire GEMAPI peut être responsable. La difficulté en la matière, alors bon, on n'a pas eu de déclaration de sinistre hein, sur ce sinistre-là, c'est juste issu de la veille qu'on fait sur nos sociétaires, c'est que ce n'était pas la première fois que ça survenait. Et donc, potentiellement, demain, un juge pourrait dire, attendez, vous aviez connaissance qu'il y avait un risque en la matière sur votre territoire, donc qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme mesure d'entretien de l'ouvrage pour éviter que ça se reproduise. Encore une fois, on est vraiment dans le domaine des hypothèses, mais c'était juste pour vous faire comprendre qu'en matière de gestion des milieux aquatiques, on pense souvent à la pollution, mais ça peut être une multitude de choses. On ne sera pas forcément sur des montants faramineux, mais par contre, souvent sur des dossiers qui peuvent être complexes. En matière de protection de l'environnement, de protection des inondations, fort heureusement, c'est jamais arrivé, mais notre certitude, c'est que ça sera un coût très important. C'est-à-dire que le jour où vous allez avoir un système d'endiguement qui va être défaillant et où on va pouvoir prouver qu'il y avait effectivement une faute, globalement, classiquement, les garanties en la matière sont à 10 millions d'euros. Il y a de grandes chances qu'on soit à 10 millions d'euros. Là, juste pour l'exemple, Seyd Béarn, dont vous avez sans doute entendu parler, sur la seule commune de Seyd Béarn, je suis allé remettre un chèque de 7 millions d'euros. On n'a pas recherché en l'espèce
une quelconque responsabilité au niveau de GEMAPI, puisque pour le coup, on était dans la phase transitoire, c'était compliqué. Néanmoins, sur cette commune-là, comme on vous l'affiche, on connaît la récurrence. Donc demain, une fois les démarches administratives faites, le gestionnaire de la GEMAPI sur ce cours d'eau, s'il n'a pas engagé des travaux visant à réduire le risque, effectivement, il pourrait y avoir des soucis. Par rapport à votre interrogation, mais je pense que vous le faites tous sur la culture du risque, nous, ce qu'on constate, y compris sur des événements type Xynthia, qu'il est important d'avoir une vision du territoire, non pas simplement sur la référence centenaire, qui est la référence habituelle, mais sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Pluricentenaire. Donc voilà, sur cet aspect de culture du risque, vraiment, vraiment important de pratiquement de faire bosser des historiens aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est notre sentiment. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement pour assurer cette compétence GEMAPI? Alors, la première chose, surtout pour des structures comme les vôtres qui bien souvent ont récupéré la compétence, c'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est le PCI qui, par défaut et par obligation, va avoir la compétence GEMAPI. Et puis, comme c'est parfois quelque chose dont ils ne savent pas trop comment se débrouiller, et aussi pour mutualiser, ils reversent ça sur un syndicat spécialisé, c'est d'abord d'apporter une connaissance de ce risque aggravant à l'assureur. Ça, c'est une obligation du Code des assurances. Dès lors que vous avez récupéré ou que vous récupérez une compétence GEMAPI, pensez bien à le déclarer à votre assureur, puisque forcément, vous l'aurez compris, c'est sensiblement aggravant par rapport à vos activités antérieures. Une fois qu'on a déclaré à l'assureur, effectivement, nous, notre boulot, ça va être de qualifier ce risque. À quoi on est réellement exposé. Ce n'est pas forcément la même chose d'être sur un entretien de bassin sur une petite rivière que de gérer l'endiguement. Jean-Yves parlait d'Alès sur le syndicat du delta du Rhône. Donc forcément, le risque va être différent. Et au vu du descriptif du risque, je vous le joindrai, le questionnaire qu'on envoie à tous nos sociétaires, donc dans la mesure où c'est quelque chose qu'on a notamment dans des appels d'offres publics, ça peut vous servir de guise. Et au vu de ce questionnaire, nous allons devoir faire des arbitrages. Est-ce que toute la gestion est faite au carré, auquel cas on n'a aucun problème, on garantit? Ou est-ce qu'il y a des doutes, auquel cas on va mettre des restrictions, ou carrément ne pas répondre? Ça m'arrive assez récemment, assez couramment, de dire, au vu du questionnaire, la collectivité porteur du risque GEMAPI n'a pas une maîtrise suffisante de son risque, donc on n'engage pas notre signature sur ce risque-là. C'est vraiment, pour moi, un souci aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a certaines structures qui sont peu ou insuffisamment assurées sur le risque GEMAPI. Juste pour vous en donner une idée, voilà le type de questions qu'on peut vous poser. Donc, vous voyez, on vous pose des questions sur le système d'engagement, sur les aménagements hydrauliques, sur tout ce qui a été fait en matière de prévention des risques sur le territoire. Je vous le communiquerai parce que je pense que ça peut être aussi pour vous un guide pour faire le point où est-ce que j'en suis sur la compétence GEMAPI. C'est une checklist en fait. Donc, prenez-le aussi peut-être pour vous comme un outil. Une fois qu'on a eu retour de ce questionnaire, on va forcément répondre parce que tout aura été fait au carré favorablement. Et donc, on va délivrer une garantie. Mais on va délivrer une garantie en prenant malgré tout certaines précautions. À savoir que nous garantissons, il n'y a pas de problème, la compétence GEMAPI, sous réserve qu'en zone TRI, donc vous connaissez tous, zone territoire à risque important d'inondation, les documents de prévention des risques, donc le PPRI, soient approuvés. Et si on est sur une situation où le PPRI n'est pas approuvé, nous n'interviendrons pas. D'où l'importance sur les zones TRI d'avoir un PPRI ou pour les zones littorales un PPRL approuvé. Pour vous illustrer ça de façon plus visuelle, donc ça c'est les outils de cartographie
que nous avons, nous, en interne, pour évaluer les risques. Donc là, je vous ai affiché directement sur le bassin versant de la Loire la zone d'inondation, le cours d'inondation de la Loire. On va superposer par-dessus les secteurs, les zones TRI. Et par-dessus les zones TRI, on va venir voir où est-ce qu'on a des PPRI approuvés. Et donc, forcément, en creux, où est-ce qu'on a des zones TRI non approuvées. Donc, vous voyez, si on zoome sur Tours, effectivement, il y a un certain nombre de communes où, alors encore une fois, avec la limite de la data, dans ces cas-là, on ira quand même vérifier au jour du sinistre ce qu'il en est, puisque la donnée est forcément datée à un moment donné à la date où on l'a récupérée. Des dommages d'inondation pourraient ne pas être couverts en cas de responsabilité GEMAPI sur certains territoires. Encore une fois, la volonté derrière tout ça, c'est vraiment je dirais, d'inciter les élus et les collectivités à avoir leurs documents de protection du risque inondation en bonne et due forme. Voilà un petit peu sur le mode de fonctionnement, ce qui nous ramène sur les problématiques de prévention et vraiment d'avoir cette notion de prévention qui est pour nous essentielle. D'abord, parce que tout ce qui va être prévention, tous ces sinistres-là, tout ce dont on parle, Jean-Yves en a parlé, je vous en ai parlé, il y a un impact humain fort sur les inondations, on peut avoir des décès. Derrière, il y a une responsabilité d'abord morale, encore une fois, pour avoir eu à échanger plusieurs fois avec des élus ou des décideurs territoriaux qui avaient eu à connaître des décès sur leur collectivité ou sur leur territoire. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que moi, au niveau de mon boulot, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et c'est vraiment les aspects humains qui sont, pour nous en tout cas, primordiaux. Il peut également y avoir des difficultés au niveau pénal, c'est-à-dire forcément quand on est dans ces cas-là où il y a des gros enjeux humains, des gros enjeux économiques, on est sur une culture judéo-chrétienne, donc on va chercher des responsables. Donc ça veut dire qu'on va devoir justifier de ces actes devant la presse, devant un juge, devant des gendarmes, d'où encore l'importance de la traçabilité. Et puis non négligeable non plus, ça peut avoir des coûts pour le territoire induit non négligeables. Ça peut également avoir un impact médiatique qui n'est pas forcément très sympa quand on est sur des secteurs qui inondent régulièrement. Et ça peut également avoir les soucis qu'on évoquait précédemment, soit de primes qui augmentent, soit de garanties qui se limitent ou avec des franchises très importantes. Ça nous arrive sur des territoires, par exemple, particulièrement exposés en catastrophe naturelle, de mettre des franchises à plusieurs millions d'euros. Parce qu'on sait tout bêtement que ces événements-là peuvent se reproduire et que autrement, ça deviendrait intenable. Et à l'inverse, avoir une culture de la prévention, c'est une démarche vertueuse qui, vous le savez, a d'autres impacts. C'est vraiment en termes d'économie, de résilience du territoire également. C'est des notions qui se développent de plus en plus. Et au final, c'est une saine gestion des fonds publics. Donc voilà un petit peu, et on est pour le coup bien dans les temps pour nous laisser un peu de temps à l'échange. Je vous ai remis trois références si vous souhaitez aller plus loin. D'une part, un ouvrage qu'on a fait avec la DCF concernant mettre en œuvre la compétence GEMAPI. Je vous invite vraiment, si vous voulez creuser le sujet, à le consulter. Et ensuite, nous travaillons avec deux partenaires. D'une part, avec l'IRMA, l'Institut des risques majeurs à Grenoble, avec qui, éventuellement, si ça vous intéresse, je peux vous mettre en relation si vous souhaitez avoir quelque chose de plus spécifique sur la culture du risque. Et d'autre part, Calixis, qui pour le coup est à côté de notre siège à Niort et qui également développe de l'accompagnement sur toutes ces notions de culture du risque. Voilà, je pense qu'on a fini avec tout ça. On peut passer à l'échange. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour cette approche du risque du côté de l'assureur. Peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran. Est-ce que moi, je peux le faire? Oui. Ouais, voilà. Ça permet de se retrouver. Et puis, on va se mettre tous en galerie. Alors,
Alors, j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions qui avaient été posées, notamment par Laurent Desgraves du PNR des Landes de Gascogne. Alors, je suis désolé Laurent, mais j'ai eu un petit bug et j'ai une partie des questions qui a sauté. Je sais que la première concernait les histoires d'entretien de rivières par la responsabilité des riverains entre l'ordinaire et un peu l'exceptionnel. Tu peux rallumer ton micro peut-être, Laurent, tu veux la préciser? Oui, alors c'est que sur cette question-là, j'étais peu anticipé, je pense, parce qu'il y a eu des réponses qui ont été apportées à ça. Du coup, par rapport aux autres responsables, je crois que ça a été intitulé comme ça, les autres responsables. Effectivement, ou le riverain, vous l'avez précisé, qui était le premier responsable de l'entretien dans le cadre du L215-14. Donc, effectivement, le cas de l'exceptionnalité, je pense que ça rejoint après, vous avez peut-être le précisé, mais sur ce qui concerne les événements imprévisibles, ou du coup de force majeure. Voilà, où du coup j'ai plutôt précisé les choses par la suite sur les questions de catastrophes naturelles. C'était une question plutôt peut-être du coup là-dessus sur le cas de figure où du coup, quand une commune est classée catastrophe naturelle, cela peut-être peut permettre, là, on ne l'a pas évoqué, mais de débloquer effectivement du coup des aides, enfin, correspondant aux assurances que peuvent souscrire à la fois les riverains dans le cadre de leur contrat, à savoir les contrats qui sont nécessaires effectivement pour eux pour pouvoir avoir des indemnités. Je pense notamment à des clôtures en bord de rivière ou des accumulations de bois et de déchets qui arrivent de cette crue exceptionnelle. Et des collectivités qui ont souscrit pour certaines aussi des contrats d'assurance sur les ouvrages d'art, des ponts, et pour lesquels effectivement des événements de ce type, dans le cadre d'une catastrophe naturelle, peuvent leur permettre d'être indemnisés. Voilà. Et par contre, le souci qu'on a, nous, par rapport à tout ça, c'est que s'il y a une faute au niveau dans l'exécution de la compétence GEMAPI, effectivement, l'assureur des différentes parties va régler en première ligne, mais on n'est pas à l'abri en seconde ligne d'avoir un recours, et il y a déjà eu des tentatives, de l'assureur vis-à-vis du porteur de la compétence GEMAPI qui aurait commis une faute ou sa responsabilité pourrait être recherchée en remboursement. C'est-à-dire que l'assureur au niveau de la catastrophe va régler en première ligne et va se retourner après contre l'auteur du dommage. Petite précision pour compléter le propos de Laurent et pour répondre à votre question, Laurent. Il faut savoir que tout ce qui est clôture n'est pas garanti normalement sur un contrat d'assurance dommage, sauf si la clôture est vraiment, on parle plutôt même de mur, lorsque le mur est attenant à l'habitation principale. Mais en ce qui concerne les clôtures elles-mêmes, c'est pas un élément qui va être garanti normalement par un contrat d'assurance. Donc c'est vrai que là, du coup, s'il y a un événement majeur qui endommage la clôture, et ben, soit il y a responsabilité derrière, mais bon, ça reste relativement rare quand même. Soit on considérera, et dans cette hypothèse-là, ça sera le responsable ou son assureur qui pourrait être amené à indemniser, soit il n'y a pas du tout de responsabilité, et dans quel cas, ben, ça sera à la charge malheureusement du propriétaire riverain dont la clôture a été endommagée. Hein. Mais c'est vrai que pour qu'il y ait une assurance, on va dire, sur un bien, pour que l'assurance sur un bien fonctionne, c'est d'abord un bien immobilier, on va dire. Hein. Je parle en assurance dommage. Hein, ou un véhicule, parce que vous pouvez aussi avoir un véhicule qui est inondé. Bon, ben là, c'est pareil, hein, c'est la garantie du véhicule qui va fonctionner. Mais il faut bien comprendre que la garantie dommage, qui, elle, va être mobilisée dès l'instant où il y aura un arrêté de catastrophe naturelle qui sera publié, ça concerne les immeubles, hein, donc les habitations en priorité. Ok. Merci. Du coup, je vois que Claire Andrieux, à la communauté de communes Côte-Ouest, Centre-Manche, a une question. Oui, bonjour, oui. Oui, Bonjour. Claire, vas-y. Oui, j'avais une question. Est-ce que du coup, sur la diapositive où on a montré les garanties, où justement vous avez parlé des TRI, j'ai cru voir qu'il y avait une ligne sur les espaces littoraux. J'ai cru comprendre que du coup, quand on était en espace littoral, on ne pouvait pas bénéficier justement de garantie GEMAPI. Si. Il n'y a pas de souci par rapport à la garantie GEMAPI. Il faut juste qu'il y ait le PPR. Oui, d'accord. Donc, si on n'a pas de PPRL, parce qu'on a des zones où il n'y en a pas, ou alors il va être prescrit, mais ce n'est pas pour tout de suite,
Donc, si on n'a pas de code Après, PEDES, ça marche on pas. va d'abord regarder si on n'est pas en zone TRI, ça ne pose pas de problème. Non, on n'y est pas, non, non, non. Donc c'est bon, c'est garanti. La seule question, c'est de dire si on est en zone TRI, là, effectivement, si vous voulez, en gros, pour le dire autrement, là où le risque est diffus, il n'y a aucun problème pour couvrir. Par contre, dès lors qu'on va être en zone TRI, donc en cumul de valeurs, généralement, quand vous regardez la cartographie, les zones TRI, c'est là où il y a des zones industrielles. Je simplifie volontairement, mais grosso modo, c'est ça. Donc là où il y a des gros enjeux financiers, il nous semble logique et normal que les documents de prévention des risques soient efficients et applicables. D'accord. Ok, merci. Antoine Mazin du Timbat sur l'antenne en Charente-Maritime avait aussi une petite question pour nos intervenants. Oui, alors j'ai une question aussi. Alors je m'excuse, je crois que les dernières fois j'avais un bruit de fond, j'espère qu'il n'est pas trop important là. Je voulais juste déjà apporter un petit témoignage sur le fait qu'on a vécu effectivement un recours alors sur un syndicat qui n'était pas le nôtre et qu'on a fusionné depuis, et donc c'est notre assureur qui a dû payer la facture sur effectivement une catastrophe naturelle où un des sinistrés a considéré qu'il y avait eu une erreur de manœuvre d'ouvrage à l'amont et que ça avait impacté son sinistre. Donc malgré catastrophe naturelle déclarée par l'État, le syndicat a bien été condamné. Donc être vigilant sur ce genre de choses, même si pour avoir suivi un petit peu les choses même à l'époque, on peut se poser des questions sur la qualité des experts hydrauliques mandatés, ça c'est un autre sujet. D'autre part, sur les inondations, à partir du moment où, à quel moment, comment le juge détermine ce qui est une gestion correcte du syndicat ou pas. On met souvent sur le dos des inondations la problématique des embâcles, qui pour moi, de ce qu'on en vit sur nos territoires en tout cas, est un facteur très très limité par rapport à l'enjeu inondation globale, qui est plutôt lié à une problématique d'occupation des sols, de morphologie de cours d'eau et d'urbanisme. Donc comment le juge arrive à être en capacité de déterminer ce qui est effectivement de la responsabilité du syndicat ou pas, dans le cadre d'un sinistre sur des zones qui ont été identifiées comme étant inondables, des gens qui habitent en zone inondable et qui vraisemblablement inonderont juste parce qu'il pleut. J'ai envie de dire que par rapport à votre question et les remarques que vous avez apportées pour étayer votre question, finalement, apportent un petit peu la réponse aussi. Parce que d'abord, première chose, effectivement, vous avez totalement raison et le cas que vous avez cité en est la preuve. C'est pas parce qu'il y a un arrêté de catastrophe naturelle qui a été publié que ça veut dire qu'il y a un cas de force majeure et donc il n'y a pas de responsabilité d'une structure qui est amenée à gérer un ouvrage public ou on va dire une compétence qui a pu contribuer à la réalisation du dommage. Parfois, ce qui se passe, lorsqu'on a un événement majeur notamment, le juge peut considérer que les 2 ont contribué et donc il va dire, bah, peut-être qu'il y a eu un événement majeur et donc finalement, par contre, il y a eu quand même un défaut de surveillance ou d'entretien de l'ouvrage ou tout simplement l'ouvrage est impliqué et donc je considère que ça a aggravé pour 30 par exemple le sinistre. Donc ça, c'est déjà un élément, il peut y avoir, on va dire, le curseur peut être, n'est pas forcément 100 ou 0. Ça peut être, au-delà de la faute de la victime, ça peut être aussi un curseur qui est mis à un certain niveau parce que le juge considère qu'il y a 2 causes, on va dire, du sinistre et pas uniquement, l'élément naturel ou pas uniquement, l'ouvrage géré par le syndicat. 2e chose, alors tout ça finalement, ces questions de faits et d'éléments de preuve, hein. C'est un petit peu ce qu'on a expliqué tout au long de notre intervention, c'est-à-dire que, alors là aussi, hein, vous avez fait une très bonne réflexion à laquelle on est nous-mêmes confrontés. Parfois, les experts qui sont désignés par les tribunaux, bah, écoutez, moi, alors, je ne suis pas expert, donc je me garderai bien de porter une critique, mais je sais que certains de nos experts s'arrachent parfois les cheveux, pour parler familièrement, et nous disent, mais non, c'est pas possible. Mais voilà, il faut effectivement en tenir compte lorsqu'il y a parfois des expertises judiciaires. Alors, il y a des très bons experts aussi, hein, il faut pas non plus
pas non plus exagérer, hein, mais il peut y arriver qu'on ait affaire à une personne qui ne soit pas forcément, on va dire, compétente totalement sur le domaine et ça peut amener à des positions ou des conclusions dans un rapport d'expertise qui peuvent être contestables. Euh, D'où l'importance, encore une fois, de vraiment étayer sa défense et de vraiment reprendre les éléments et donc ce que vous avez mis en place, hein, tout simplement, pour tout simplement entretenir l'ouvrage ou peut-être que justement aussi l'ouvrage, finalement, c'est pas vraiment l'ouvrage ou pas forcément votre ouvrage, c'est peut-être un autre ouvrage à côté qui n'a rien à voir avec votre compétence. Donc tout ça, ça dépend beaucoup des faits. Et c'est vrai que plus vous allez apporter des éléments qui permettent justement d'étayer que vous n'êtes pas forcément à l'origine ou vous n'êtes pas forcément seul à l'origine, eh ben, le juge, lui, va très clairement les prendre en considération. Et derrière, il va dire, bon ben voilà, je répartis les responsabilités entre les différents protagonistes, ou je considère qu'il n'y a pas du tout de faute ou pas d'implication de l'ouvrage, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de responsabilité, ou je considère que vous avez clairement respecté vos obligations réglementaires et d'entretien, et je considérerais que, parce que l'événement a été bien au-delà de la crue limite finalement que vous avez intégrée dans votre dossier de système d'endiguement, eh ben, c'est la crue, elle a été clairement dépassée par un événement naturel qui finalement était beaucoup plus violent. Donc tout ça, pour résumer, ça dépend des faits et des éléments que vous allez apporter. C'est compliqué quelque part de répondre à votre question parce que J'ai voilà. plutôt une question alors sur le sens de la preuve et de qui doit apporter quoi. Il me semblait que c'était à l'accusation, entre guillemets, de prouver la faute et non pas au défenseur de prouver qu'il n'a rien fait. Alors là, en l'espèce, encore une fois, ça dépend si la victime, ça dépend du régime de responsabilité. Dans la plupart des cas, pardon, s'il y a un ouvrage qui est impliqué, par exemple, une vanne, hein, par exemple, hein, ça peut être le cas. C'est un ouvrage public. On va vérifier si la victime, encore une fois, était usagère ou tiers par rapport à cet ouvrage. Donc, est-ce qu'elle en bénéficiait prioritairement ou pas? Là, souvent, dans ce genre de situation, elle est plutôt tiers par rapport à l'ouvrage. C'est un régime de responsabilité sans faute. Donc, de toute façon, dès l'instant où il sera établi qu'il y a un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage, la structure sera responsable. C'est comme ça, hein, c'est le droit. Il peut vous paraître injuste, mais ça dépend de quel côté on se place, j'ai envie de dire, hein. Deuxième hypothèse, effectivement, vous êtes usager, enfin la victime est usagère de l'ouvrage, et là, effectivement, on va considérer que vous êtes présumé avoir commis une faute, et ça sera à vous de rapporter la preuve que vous n'avez pas commis de faute. Voilà, donc c'est à vous de renverser, finalement la charge de la preuve, hein, et donc d'établir que vous avez correctement entretenu l'ouvrage, et puis il y a la dernière hypothèse, là où il n'y a pas du tout d'ouvrage impliqué, c'est plus un problème de gestion et là, clairement, il faudra prouver une faute. Donc ça sera vous serez considéré comme pas responsable, sauf à ce qu'il soit démontré que vous avez commis une faute. Voilà, c'est pour ça qu'en fait alors c'est vrai que j'ai résumé dans le slide que j'ai présenté sur les différentes hypothèses de responsabilité, j'ai dit il y a responsabilité sans faute et responsabilité pour faute. Et ensuite, j'ai distingué les 2 cas. On a un usager dans le cadre d'ouvrage public où on a, tout simplement une erreur dans le cadre de la gestion, classique, de vos compétences. Voilà et dans ce cas-là, dans ces 2 dernières hypothèses, c'est de la responsabilité pour faute. Mais très important effectivement, de pouvoir, relever, établir des éléments qui permettent de justifier que vous faites correctement votre travail au quotidien. Souvent, comme l'a dit Laurent, alors c'est plus pour des sinistres mineurs, mais ça peut arriver, c'est quand vous faites des travaux, des interventions en direct, là où vous ne faites pas appel à une entreprise, il n'y a pas de facture. Donc, il nous faut nous prouver que vous avez réalisé ces travaux et démontrer au juge que ces travaux, ils ont été suffisants normalement pour éviter le sinistre, mais que s'il y a eu sinistre, c'est parce qu'il y a eu un autre élément qui est rentré en ligne de compte et qui n'a rien à voir avec votre responsabilité. Donc, c'est plus dans les interventions quotidiennes qu'il faut vraiment tracer ces interventions. Souvent, hein, souvent on a comme l'a dit Laurent très justement, hein, on a nos sociétaires, ils disent: «Bah, attendez, moi j'ai fait l'entretien». Bon, il dit: «Écoutez, très bien, nous, il y a pas de souci, mais apportez-nous les éléments pour qu'on puisse les produire au juge». Bah, non, j'ai pas bon, alors on fait faire une attestation par, le maire ou le président, et c'est pas suffisant. Il faut vraiment, qu'il y ait, une traçabilité pour démontrer que cette intervention, elle a été effectuée. Donc le mieux, c'est un carnet de suivi, hein, tout simplement, hein. Alors vous allez me dire: «Bah, on n'a pas forcément le temps» et ça je peux l'entendre, hein, je comprends, hein. Mais bon, voilà, c'est aujourd'hui le raisonnement du juge, c'est celui-ci.
traçabilité, quoi. Merci. Bon, on peut s'autoriser allez, deux questions de plus, 5 minutes. Laurent, alors je rappelle qu'on transmettra effectivement les diaporamas des intervenants, hein, voilà, on vous les fait passer évidemment sous peu. Laurent Desgraves du PNR avait une autre question. Alors, j'avais une question et un retour d'expérience. D'abord, peut-être le retour d'expérience, puisqu'on a vécu pour une première fois aussi, on a été en vigilance rouge, nous, sur le territoire des Landes de Gascogne, ce qui était inédit avec donc, les rivières dites de Gascogne qui ont subi une crue exceptionnelle de récurrence centenale. Donc, pour juste donner ce cas de figure, donc moi, ça fait 20 ans que je suis technicien rivière sur le parc, et effectivement, c'est quelque chose qui est assez traumatisant, étonnant, surprenant dans le sable, parce qu'on est dans du sable, d'avoir des phénomènes de ce type, hein, et même s'il n'y a pas eu de mort, et ça, on peut s'en féliciter, bien sûr, mais des dégâts importants. Et je voulais juste vous faire part en fait des échanges, puisque par rapport à ces dégâts, on a donc les services de l'État pour lesquels on les a sollicités sur le fonds de solidarité. Donc c'est quand même important de voir ce qui est possible dans ce cadre-là. Et on a parlé d'expertise, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très en attente les dossiers donc ont été déposés par les mairies ou les EPCI selon les cas. Et du coup on est toujours en attente puisque l'expertise prend beaucoup de temps. Et juste pour vous signaler, donc c'est un guide, alors je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais donc c'est un guide qui est sorti au mois de mars, un guide d'instruction donc pour justement ces phénomènes-là, qui est donc c'est édité par le CGEDD, donc pour lequel effectivement il y a un alinéa sur ce qui concerne les embâcles. Et notamment donc les dégâts dus on va dire à la rivière, quoi, en sens hydraulique, et voilà. Donc juste voilà, c'était juste pour évoquer ça, et du coup le délai aussi qu'il faut avoir derrière, imaginer en tout cas, parce que pour l'instant on n'a toujours pas de réponse, et bien évidemment pour certaines collectivités des ponts n'ont pas été reconstruits ou d'autres ouvrages qui sont toujours en attente, bien évidemment. Voilà. Donc ça c'était juste une observation, une remarque par rapport à ça. Et j'avais une question par rapport à l'intervention donc d'un syndicat comme le nôtre pour le compte de l'État, puisqu'on on gère la gestion justement des embâcles sur le domaine public fluvial, dans le cadre d'une DIG avec les services de l'État. Et du coup, je me posais la question en termes de souscription de contrats d'assurance éventuels par rapport aux travaux qu'on engage. On est sur un domaine public avec une fréquentation canoë-kayak très importante, d'autant plus cette année, on a eu plus de 60 000, 70 000 descentes, donc ce qui représente quand même pour nous une responsabilité en termes d'intervention, de sécurisation du cours d'eau. Et donc voilà, j'avais une question par rapport à ça, et aujourd'hui je pense qu'on n'en a rien à part la responsabilité civile qui puisse couvrir effectivement nos interventions. Donc voilà, je vous remercie. Par rapport à ça, sur le risque, c'est ce que je vous disais, le tout c'est vous de décrire le risque, de porter à connaissance à l'assureur et à lui de vous apporter les réponses adaptées. D'accord. Voilà. C'est dire, voilà quelle est ma réalité de risque aujourd'hui. Alors effectivement, avec les éléments que vous envoyez, vous exprimez notamment sur... c'est l'alerte normalement au niveau du quai de kayak. Donc, et voilà, de porter à connaissance les enjeux, et à l'assureur, effectivement, de vous apporter les réponses adaptées à votre situation. Avec, effectivement, tout ce qu'évoquait Jean-Yves concernant les dommages de travaux publics, et ne pas hésiter à poser, d'une part, à poser des réserves, et d'autre part, dès qu'on va être proche des habitations ou éventuellement d'ouvrages, de faire des référés préventifs, de façon à, je dirais, ne pas mettre à votre charge des dommages qui étaient préexistants. Avec quand même... Les référés pardon. Oui. Les référés préventifs, ça correspond au constat d'huissier, c'est la même chose ou pas? C'est un constat d'huissier, mais judiciaire. D'accord, judiciaire, ok. Voilà. Donc, il va être opposable. D'accord. Pour compléter le propos de Laurent, donc si j'ai bien compris, là en l'espèce, vous intervenez pour le compte de l'État, mais j'imagine que l'État exerce un contrôle du part au-dessus de son pouvoir de police, mais aussi peut-être un appui technique très fort
dans le cadre du quotidien, non, pour tout ce qui est suivi et entretien du domaine public fluvial, en l'espèce, dont vous êtes chargé? En fait, pour l'instant, on a, disons, dans le travail qu'on a effectué avec l'État, on a de bonnes relations, on va dire, mais on travaille notamment sur des vigilances. On met en place des vigilances dès lors qu'il y a des phénomènes de crue ou qu'on n'est pas intervenu. On a la Marianne, disons, qui est apposée au bord de la rivière en disant il y a une vigilance sur le domaine public. Donc, en termes de communication et d'information auprès des pratiquants, et on est du coup en lien avec les services de l'État sur les risques, effectivement, voilà. Après, sur les responsabilités de l'État, aujourd'hui, c'est le simple maintien de l'écoulement de l'eau. Oui, c'est ça. Donc là, voilà, aujourd'hui, on exerce des travaux qui vont au-delà. Même si dans la DG, effectivement, on valide, enfin, c'est validé, il y a un arrêté qui valide effectivement la nature de ces travaux, qui concerne effectivement la sécurisation. Pour autant, voilà, on est quand même en première ligne par rapport à ça. On a aussi les prestataires canoës qui sont en première ligne aussi, puisqu'ils envoient des gens sur une rivière, donc ils doivent s'assurer que l'entretien a été fait ou que voilà. Mais voilà, on fait partie des responsables. Voilà. Ouais. Et au travers le cas que vous présentez, finalement, c'est toute la difficulté de savoir aussi qui est responsable dans ce genre de situation. Si malheureusement il y avait un événement, par exemple une personne qui se noie ou autre, voilà. C'est toute la difficulté à laquelle on est confronté, nous, au quotidien, dans la gestion des dossiers de responsabilité. Il y a plusieurs intervenants, chacun a une part de prérogatives, on va dire, hein, et bah, il faut déterminer finalement, quelle est la part de responsabilité des uns et des autres, dans l'hypothèse où, bien évidemment, il y aurait eu à un moment ou un autre un dysfonctionnement dans, on va dire, alors c'est pas difficile ici de parler d'ouvrage public, mais on va dire dans la gestion de la rivière, enfin, ou du fleuve. Je ne sais pas si c'est une rivière ou un fleuve. Non. C'est bien un fleuve et domaine public fluvial, effectivement, Voilà, on est donc, sur un fleuve. parce que pour moi, l'État aurait aussi quand même quelque part un risque de mise en jeu de sa responsabilité. En fait, on est toujours aussi sur les lois de décentralisation avec les transferts des domaines publics. Oui. Les routes, ça a déjà été fait depuis un petit moment. Oui. Mais c'est vrai que les rivières, c'est toujours en cours et il y a voilà, ça avance. Des fois, il y a eu des moments où ça avance un peu plus vite que d'autres, notamment des canaux, certains canaux. Voilà, nous, on est rayé dans la nomenclature des voies navigables, mais toujours maintenu un domaine public, donc on est concerné par. Mais c'est l'État qui est bien, enfin l'État est propriétaire, on est bien d'accord. Tout à fait, oui. Voilà, Ça. donc lui aussi pourrait être mis en difficulté s'il y avait un accident. Bien sûr. D'accord, merci. Et puis on a question, peut-être une dernière question de Laura de Priester du syndicat du bassin du Gard qui nous posait la question. Donc, s'il n'y a pas encore de déclaration d'intérêt général sur notre territoire, nous ne pouvons pas intervenir sur le domaine privé. Donc, la structure peut-elle être en faute pour absence de substitution à un propriétaire défaillant? Ah, bonne question. C'était la question Je piège commence à la à chercher fin, là. ça. Voilà. Pour finir sur une bonne note. Moi, je serais tenté de dire que effectivement, pour vous, c'est alors encore une fois, hein, la priorité, c'est l'intervention des riverains. C'est eux qui sont en première ligne. Vous, votre intervention, elle se fait dans le cadre d'une défaillance du propriétaire. Alors, c'est vrai que logiquement, les travaux doivent être déclarés d'intérêt général, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi il y a d'autres acteurs. Il peut y avoir l'État et il peut y avoir aussi le maire, hein, au titre de ses pouvoirs de police. S'il y avait un risque, un péril grave, il pourrait aussi voir sa responsabilité. J'en ai pas parlé pour pas trop compliquer les choses, mais il peut y avoir aussi un risque de responsabilité. Donc c'est vrai que là, en l'espèce, je serais tenté de dire comme ça que c'est compliqué pour vous d'intervenir, mais s'il y avait une situation urgente, peut-être que du coup l'intervention elle pourrait se faire via l'autorisation des services de l'État. À voir. Je vais peut-être creuser ce cas-là, par contre. Je ne vous dis pas que je ne vais pas le creuser. Mais voilà, c'est vrai que la condition, vous avez raison, hein, c'est que les travaux soient déclarés d'intérêt général. Hein. Maintenant, vous pouvez mettre en demeure aussi. Hein, vous pouvez mettre normalement, si vous avez la possibilité d'adresser une mise en demeure au propriétaire et puis derrière à lui de faire nécessaire. S'il ne bouge pas, je pense que vous pourriez, via l'autorisation de l'État, intervenir. Pour moi, je pense que ça peut se faire. J'ai plusieurs remarques là-dessus. Déjà, la mise en demeure, c'est une question qui s'est déjà posée. C'est souvent très compliqué parce qu'en fait, ça relève plus du maire que de nous, puisque c'est pour la sécurité des biens et des personnes. Donc, juridiquement, c'est toujours un petit peu bancal d'aboutir à la procédure. Et l'autre chose, c'est que DIG ou pas DIG,
le responsable de l'entretien reste le propriétaire riverain. Donc, le cas dont on a parlé tout à l'heure de non-substitution au propriétaire défaillant, c'était bien suite à un premier événement où il y a eu une injonction du juge qui a demandé cet entretien qui n'a pas été fait. Ou le préfet, oui, c'est pareil. D'accord, mais au premier événement, s'il y a des embâcles ou des bois qui n'ont pas été enlevés, ces embâcles ou ces bois étant sur une propriété privée, c'est le propriétaire privé qui est responsable de cette gestion. Tout à fait. Il y a de la jurisprudence régulière là-dessus qui condamne les propriétaires riverains à nettoyer les berges parce qu'ils ne l'ont pas fait, ou à enlever même des abreuvoirs sur un cours d'eau parce qu'il peut créer une embâcle et donc des problèmes d'écoulement. Là-dessus, je vous rejoins totalement. C'est d'abord, hein, c'est en premier lieu, effectivement, pour les cours d'eau non domaniaux, les propriétaires riverains. Et puis, par rapport à l'intervention et la question qu'on avait juste avant, c'est de façon plus générale, ça peut être aussi l'État ou une collectivité, si elle est propriétaire d'un fleuve ou d'une rivière aussi, hein, enfin des berges de la rivière. Hein, donc, mais c'est effectivement d'abord le propriétaire. Et l'intervention, c'est vraiment en cas de défaillance de celui-ci. Donc, avec, encore une fois, hein, les deux hypothèses pour moi, on a une urgence ou on n'a pas d'urgence. Si on n'a pas d'urgence, c'est d'abord déclaration, les travaux doivent être déclarés d'intérêt général et là, il faut intervenir et puis éventuellement avec l'appui du préfet si on n'a pas eu, si la mise en demeure n'a pas été effectueuse, si je puis dire, ou efficace, on peut, à mon avis, intervenir. Deuxième hypothèse, c'est la situation effectivement urgente, où là, à mon avis, c'est le maire. Hein. Là-dessus, encore une fois, on est toujours pareil dans la culture de l'écrit qui est parfois pas simple, mais c'est qu'effectivement, dans le cas que vous évoquez, bien avoir une trace comme quoi vous avez alerté le maire du caractère dangereux et de la non-exécution du propriétaire privé. De façon, au jour où le sinistre survient, pouvoir dire, nous, côté syndicat, même s'il n'y avait pas de déclaration d'intérêt général, on avait alerté les acteurs compétents pour qu'ils agissent, même si nous, on ne pouvait pas forcément agir directement. Ne pas rester sur le simple coup, en gros, ne pas rester sur le simple coup de fil au maire, mais bien tracer ça par un écrit. Ok, très bien. Merci. J'ai pas de questions supplémentaires dans le fil. Non, personne se manifeste pour l'instant. Il me reste à vous remercier. Merci beaucoup. Nos intervenants s'est adapté à cette nouvelle configuration. Voilà, c'est pas toujours évident non plus, donc c'est super. On n'a pas eu trop de bugs techniques, donc c'est plutôt rassurant pour la suite du forum. Voilà, donc je rappelle qu'on fera passer effectivement votre présentation. Est-ce qu'on peut aussi peut-être joindre vos mails pour d'éventuelles questions suivantes? Oui, pas de souci. Si c'est le cas, rajoutez une petite diapo avec vos contacts, comme ça permet… Voilà. On va les mettre. Et puis, je creuserai encore une fois cette question piège la question piège. Merci de les poser parce que c'est ce qui fait avancer aussi. Et aussi, tout l'intérêt de ces échanges, c'est de mieux comprendre les problématiques auxquelles vous faites face pour anticiper tout bêtement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et puis, vous recevrez les liens aux prochaines conférences pour ceux qui se sont inscrits aux autres. C'est aussi toujours ouvert si toutefois vous avez des créneaux que vous n'aviez pas réservés qui vous intéressent. Je vous envoie les liens ce soir et puis à cet après-midi pour ceux qui vont travailler sur les pollutions diffuses agricoles notamment, mais peut-être autres aussi. Voilà. Bon appétit. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.